Échec et mat. Vous avez tous entendu cette phrase si vous avez déjà touché un échiquier. Car mat, c'est simplement de prendre un roi, le priver d'oxygène et de le bombarder de molotov. Exactement comme ça, et lorsque ça arrive, c'est la fin de la partie, c'est ce qui fait du roi la pièce la plus importante des échecs. Regardez cette position par exemple. Jouer un championnat du monde, ici les blancs peuvent sacrifier leur dame en H6 et deux branches sont créées. Soit les noirs prennent la dame avec le roi, sur quoi les blancs répondraient tour H8 mat, soit les noirs prennent la dame avec le pion, où cette fois-ci tour prend F7 serait mat. C'est cool, ça permet parfois de sacrifier des pièces pour choquer le monde entier, mais ce qu'on vient de regarder, c'est un mat en 2. Cela veut dire qu'avec la meilleure défense noire et les meilleures réponses blanches, la partie peut durer au maximum 2 coups. C'est très peu de coups. Alors on peut regarder un peu plus haut. Ici on a un mat en 3, c'est déjà un peu mieux mais ça me suffit pas. On peut aller plus loin encore. Voilà un mat en 5, ça commence à devenir sérieux. Et bref, je me suis donc demandé jusqu'où on peut aller. Je veux dire, il doit y avoir une limite, une partie ne peut pas durer indéfiniment. J'ai fait mes petites recherches, j'ai même créé mes propres maths pour tenter de battre des records du monde à la fin de la vidéo. Voici donc la quête de l'échec et mat le plus long. Lorsque l'on dit qu'il y a un mat dans une position, cela veut dire que de toute façon, quoi que tu fasses, j'aurai une réponse qui mènera à la fin de la partie. Pour cette vidéo, il faut que vous compreniez le principe de coup et de pli. En fait, un coup aux échecs, c'en est plutôt deux. Les deux côtés doivent jouer une fois, à tour de rôle, pour que ce soit considéré comme un coup complet. Un pli, c'est l'inverse, c'est un sorte de demi-coup, c'est n'importe quelle action en gros. Ces concepts vont être très utiles pour la vidéo, car c'est comme ça que l'on va pouvoir comparer la longueur des différents échecs et maths. Bon, il faut commencer par le début, est-ce qu'on peut trouver des maths très longs dans les parties humaines? Regardons l'une des combinaisons les plus célèbres de l'histoire. Ça commence d'abord par un sacrifice de dame. Les noirs sont obligés de la prendre, puis on enchaîne sur un double échec. Sur l'arbre de possibilités, on voit que la ligne roi H8 va durer que 2 plis, alors que celle de roi H6 va durer beaucoup plus. Donc les noirs jouent roi H6, et à partir de ce moment-là, tous les coups que vous allez voir sont forcés. Si on compte depuis le premier coup de la séquence, dame prend H7, on compte un total de 8 coups, soit 15 plis. Néanmoins, il y avait un mat encore plus rapide avec roi F1, donc c'est réellement un mat forcé de 13 plis. Vous serez d'accord avec moi, c'est impressionnant, hein, 7 coups, c'est pas donné à tout le monde, mais ça reste pas grand chose. Et j'ai cherché beaucoup, et l'un des mats les plus longs que j'ai trouvé en vraie partie, c'était celui-ci. Un magnifique mat forcé de 16 coups, qui sera considéré comme la meilleure partie de 2023. Est-ce que c'est ça? Est-ce que 31 plis c'est le mat le plus long? Non. Et en réalité, on est même très loin du vrai résultat. Si on veut réussir à se rapprocher de la centaine de coups, il faut chercher ailleurs. Une composition aux échecs, c'est une position imaginée où le compositeur te donne un objectif précis. C'est là que ça devient intéressant, car on va regarder pour la première fois des positions qui ont été designées spécifiquement dans le but de faire des maths très longs. Lors de mes recherches, je suis tombé sur 3 compositions, de plus en plus impressionnantes à chaque fois, qui repoussent tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. La première position, je l'ai tirée du plus gros youtubeur échec aux US, Gotham Chess, et vous avez probablement dû l'avoir passé. Si vous voulez résoudre ce problème, allez-y, car c'est probablement le seul encore à la portée de l'humanité. Bon, vous allez comprendre assez rapidement qu'il faut sacrifier ses tours et rentrer avec sa dame en G7, mais qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, c'est là que la magie des compositions intervient. Les pièces noires et nos pions blancs permettent un sorte de parcours pour notre dame. On donne un premier échec, le roi n'a qu'une seule case, on refait échec, le roi réavance, et on continue jusqu'à arriver ici. Pour ceux qui se demandent, les noirs doivent jouer la défense la plus optimale, donc si on regarde notre arbre de possibilités, on voit que la ligne roi B4, dame C4, roi A5, dame A4 mat ne dure que 2 coups, alors que l'autre se prolonge bien plus. Donc après roi D4, on va faire le chemin inverse cette fois-ci. On revient sur nos pas, mais là on ne va pas donner un échec de la dame, mais plutôt utiliser notre pion. Vous allez voir, ça va tout changer. Bon bah c'est parti pour un autre tour. Et ici, on arrive à la fin de la combinaison car après roi H6 et dame H7, le pion qu'on a bougé tout à l'heure bloque la case de sortie du roi, et c'était maintenant le dernier pli de notre arbre, ce qui indique échec et mat. Déjà, vous sentez qu'on a augmenté le niveau là. Et effectivement, cette composition comptabilise un total de 25 coups pour aller jusqu'au mat, soit 49 plis. J'aimerais d'ailleurs vous faire remarquer ça. On aurait pu commencer dans cette position, ça n'aurait rien changé au charme du puzzle, mais l'auteur a préféré rajouter des pièces pour allonger le mat. Ça semble être un détail, mais vous allez voir que ce sera très important pour augmenter le nombre de coups pour les futures compositions. Si 25 coups vous avez déjà impressionné, vous n'êtes pas prêt pour la deuxième position. En effet, là on va pas se limiter à seulement 25 pauvres petits coups, là on va parler de 130 coups, soit 259 plis. Laissez-moi vous présenter braquage. C'est moi qui ai donné ce nom car les blancs vont littéralement braquer les noirs. On a une dame contre l'équivalent de 27 points matériels et malgré ça, on va quand même gagner. Bon alors comment ça fonctionne? En fait les noirs sont un peu bloqués dans une boîte, ils ne peuvent pas vraiment bouger et on va utiliser cet aspect à notre avantage. On commence par faire échec, les noirs sont obligés de bloquer mais on ne prend pas le fou, sinon tour C3 gagnerait la partie pour les noirs. À la place, on va refaire échec en D3, si les noirs bloquent avec le fou, ils se feront mater en 2. Donc ils doivent clouer leur tour et notre objectif là c'est de récupérer les 2 cavaliers car ils pourraient rentrer en jeu, auquel cas on ne pourrait plus gagner. Il faut les prendre sur échec pour que les noirs ne puissent pas eux-mêmes nous attaquer. Bon du coup on arrive à prendre le premier mais le deuxième semble intouchable. Il faudrait réussir à jouer dame E4 sur échec mais cette case paraît inaccessible. Il faut passer par E1. Rappelez-vous, il faut toujours menacer pour que les noirs n'aient pas le temps de nous attaquer, c'est comme ça que l'on peut trouver le coup dame D2. C'est assez important de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de toujours faire échec pour forcer une réponse des noirs. On peut menacer plus fort, un mat en B2 stoppable seulement en jouant tour C2. Et donc c'est bon, on a accès à E1, on récupère le cavalier mais maintenant on fait quoi? C'est vrai, pourquoi on a fait une si grosse manœuvre? C'est ici que vous allez comprendre la logique qui se cache derrière les compositions avec
avec des mates très longs. Réfléchissons un peu. Que peuvent faire les noirs si c'était à eux de jouer? La tour est clouée, si elle bouge on prend le roi. Si le roi vient en C1, alors dame E1 est échec et mat. Si les noirs bougent le fou, après une séquence de coups forcés, ils se font mater. Il ne leur reste que bouger les pions, mais lorsqu'ils arriveront en H1, eh bien on les prendra juste. Que peuvent faire les noirs? La réponse est... bah rien. Ils sont dans ce qu'on appelle un zugzwang, c'est-à-dire que n'importe quel coup qu'ils vont choisir de jouer est mauvais. Mais petit problème, c'est pas aux noirs de jouer, donc comment on peut arriver dans cette exacte position tout en inversant les rôles? La manœuvre est sous vos yeux. Dame E1, tour C1 bloc, dame D2 menace mat, tour C2, dame D1 échec, tour C1, dame D3, tour C2 bloc, et je vous laisse finir. Bravo, dame E4, et vous dites au noir, à toi de jouer frérot. Sachez que là on est déjà au 15e coup, alors que le puzzle n'a même pas encore commencé en soi. Si on regarde l'arbre des possibilités, on peut voir que les coups qui font le plus perdurer la partie sont des coups de pion. Donc les noirs en bougent un, et c'est de nouveau à nous. On refait la même manœuvre pour que ce soit encore une fois le tour des noirs, qu'ils bougent un de leurs pions, qu'on les mange lorsqu'ils arrivent sur H1, qu'on revienne en E4, et bref, vous avez compris le principe. Je vais accélérer jusqu'à la fin, et le temps qu'on y arrive, je prends 5 secondes pour vous dire que je mets en place un système pour interagir plus facilement avec ma communauté en vous envoyant des vidéos exclusives, et même parfois avoir accès à des vidéos en avance. Pour rejoindre, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en description. Et pendant qu'on discutait, on dirait bien que la position touche à sa fin. C'est actuellement le 126e coup et il suffit de conclure, car les noirs n'ont plus de pions leur permettant de perdre du temps. Ils jouent donc fou B3 et on fait mat quelques coups après. Voilà, vous venez de voir la mécanique qui permet d'atteindre des maths hallucinants. Faire une série de coups pour mettre l'adversaire dans une mauvaise position où son seul choix est de perdre du temps, refaire cette série de coups et continuer jusqu'à épuisement des ressources adverses. Vous l'avez donc deviné, l'objectif maintenant c'est de réussir à trouver la position où la série de coups est la plus longue, et ce n'est pas le plus simple du tout. On vient de voir 16, 25, même 130 coups. Maintenant j'aimerais que vous fassiez une supposition sur le nombre de coups nécessaires pour gagner la prochaine composition. La position que je m'apprête à vous montrer fait partie des plus longs maths connus à jour, et honnêtement vous allez avoir une petite migraine. Vous avez votre nombre? Super, gardez-le en tête pour la suite, et je vous laisse enfin découvrir Labyrinthos. Je donne les noms dans cette vidéo, est-ce que ça se ressent autant qu'ils sont nuls? C'est le bordel, je sais même pas par quoi commencer. Regardons déjà le matériel, les noirs sont actuellement les rois du pétrole, mais on remarque que les pièces se marchent un peu dessus. Du coup on doit trouver un moyen de se sauver, et le premier coup paraît évident, tour D1 échec. On force fou D4, et après ces 4 échecs, on bloque de 1 toute possibilité de pousser ce pion, et de 2 on met le roi dans une position très difficile. Il est cloué de partout, ce qui veut dire que maintenant, toute cette région de pièces ne peut pas bouger, y compris les nôtres. Si on déplace ce fou, alors les noirs dégageront leur tour et ils auront assez de pièces pour nous attaquer. Pareil pour celui-là, si on prend ces 7, on aide simplement les noirs à s'échapper. Bon alors il reste ce cavalier, on sait pas pourquoi il est là, allez on le prend. C'est assez logique en fait, car c'était l'une des seules pièces pouvant se déplacer librement, et on se rend compte maintenant que les noirs n'ont pas le choix entre bouger leur fou ou leur pion. Ils vont jouer leur fou en premier, on va voir pourquoi juste après. On va donner un échec pour lui dire de revenir, et maintenant on arrive sur cette position. C'est là que ça commence réellement, et est-ce que vous remarquez quelque chose? Pièces bloquées, les pions sont les seuls à pouvoir bouger, paralysie totale pour les noirs. Vous la sentez cette fameuse série de coups, ce doux pattern que l'on va répéter plusieurs fois pour prolonger le puzzle au maximum? C'est ici que je vais devoir vous introduire un nouveau concept, la triangulation. Les échecs sont un jeu simple, il n'y a pas de grosse mécanique comme sur un jeu vidéo par exemple, mais par contre il y a des choses à connaître, et ce que je vais vous expliquer en fait partie. Imaginons un échiquier et un roi dessus. Trianguler, ça consiste à faire un triangle. En gros, pour arriver sur cette case, normalement cela nous prendrait 2 coups, 1, 2, sauf qu'on va faire exprès de faire un coup entre guillemets inutile pour arriver sur cette case après 3 coups, 1, 2, 3. Vous ne voyez peut-être pas encore l'utilité, mais vous allez voir qu'en fait c'est assez important lorsque l'on comprend la notion de temps aux échecs. Dans une position de roc opposé, on dit que le temps est précieux, car chacun de tes plis peut s'avérer fatal si tu ne joues pas assez dynamique sur le roi adverse. On essaye donc de perdre le moins de plis possible, c'est logique. Mais donc là, on fait exactement l'inverse. On perd un temps consciemment pour arriver sur une case spécifique un coup plus tard. À quoi ça sert? Et bah ça. C'est un exemple assez connu, mais pour vous la faire simple, chacun des côtés veut gagner le pion adverse, et pour ça, ils doivent se rapprocher avec leur roi. Cependant, si on va directement en E7, les noirs vont aller en G6, et on se retrouve coincé, car peu importe notre prochain coup, on va devoir donner notre pion et donc perdre la partie. Mais si c'était aux noirs de jouer, alors ce serait eux qui devraient donner leur pion. Vous voyez où je veux en venir? On ne veut pas directement aller sur E7, on veut d'abord perdre un temps pour forcer les noirs à aller sur G6 en premier, et on y arrive, en triangulant par E8. Bon, je vous ai expliqué 2 concepts clés des échecs, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire avec la composition initiale? Bah en fait, tout. C'est actuellement à nous de jouer, mais si c'était au noir, alors leur seul coup serait d'avancer un pion ou de donner leur fou. Et donc là, on doit trouver un moyen de trianguler, un peu comme dans la position précédente, vous vous rappelez? Avec dame E4, dame D3, tout ça. Pas possible avec la tour. Elle est sur une case parfaite, elle défend à la fois la promotion en B1 et elle cloue aussi le fou en D4. Non, notre seul moyen, c'est avec le roi. Sauf que dès qu'on bouge le roi, les noirs peuvent jouer fou B7 ou A8, et si on revient, on n'a rien gagné car c'est toujours à nous de jouer. Voilà, si vous voulez chercher par vous-même la triangulation très subtile de ce problème, vous pouvez mettre pause. En tout cas, voici la solution. Notre seul chemin, c'est
celui-là, on va donc le prendre. Mais maintenant on fait quoi? Le roi ne semble pas avoir de case pour trianguler, et vous avez raison, c'est pas avec le roi qu'on va trianguler, mais bel et bien avec la tour. Je vous ai dit que D1 est une case parfaite, sauf si on délègue une partie du travail. Ici on a la possibilité de bouger la tour 1, 2, 3 fois, et on revient tranquillement par le chemin inverse jusqu'en B6. Et voilà, c'est au nord de jouer. Et si vous vous posez la question de pourquoi on a dû faire un tour du monde avec le roi, c'est parce que si on déplace la tour tout de suite, alors les noirs peuvent jouer leur fou car ils ne seront plus cloués, tandis que si le roi est en D3, il attaque aussi le pion E3. Et si les noirs le donnent, alors on va pouvoir pousser notre pion E jusqu'en E5, ce qui serait échec et mat. Là, vous venez de voir l'ingéniosité du puzzle. Toute cette séquence accumule un total de 17 coups, soit 33 plis, et c'est la ligne la plus rapide sur notre arbre de possibilités pour que les noirs poussent seulement un seul de leur pion. Je crois que vous commencez à comprendre pourquoi cette composition possède l'un des mats les plus longs d'histoire. On va répéter le pattern une bonne dizaine de fois avant d'arriver au dernier pion, et maintenant on conclut. Les noirs n'ont nul autre choix que de donner leur fou, leur dernier pion, et on va mater quelques coups après. Je vais vous révéler le nombre de coups nécessaires pour arriver jusqu'ici, et vous le comparerez à votre prédiction. Cette position, depuis le tout début, depuis le moment où l'on a bougé la tour, cette position était mat en 290 coups. Soit 579 plis. Pour vous donner un ordre d'idée, la partie la plus longue jouée dans un championnat du monde, c'était 136 coups. On pourrait rejouer 2 fois cette partie, et ça ne serait même pas suffisant pour atteindre un tel colosse de coups. En écrivant cette vidéo, je me suis dit, attends, et pourquoi pas essayer de battre ce record de 290? Franchement, j'avais toutes les cartes en main, je comprends le fonctionnement des trillions maths, j'ai un ordinateur, une souris, et il reste plus qu'à essayer. Alors je me suis lancé dans la création de ma propre composition, et petit spoil, ça m'a pris plus de temps à en trouver une que d'écrire cette vidéo. Premier essai, voilà, on va dire que j'ai essayé. Autant vous dire que je n'arrivais pas du tout à faire fonctionner cette position, malgré plusieurs heures de recherche intensive. Pour ceux qui se demandent, mon idée initiale c'était de faire une triangulation jusqu'en H3, un peu comme pour la position record, mais ça marchait pas à cause de divers sous prend B4 ou cavalier prend F2, mais je ne voulais pas m'arrêter là. J'ai tout recommencé depuis le début, et je suis tombé finalement sur ma plus belle création. Je vous présente... Ah, j'ai pas trouvé de nom. Dites-moi si vous en avez un. Bref, voilà ma seule et unique composition qui a fonctionné. Je ne vous révèle pas le nombre de coups tout de suite, je vais déjà vous expliquer ce qui se passe. On fait quelques coups, servant simplement à allonger le mat, puis on arrive ici. Je me suis beaucoup inspiré de la position du record du monde, mais il y a quelques différences. C'est le même principe, hein. Notre objectif est de réussir à trianguler pour que dans cette exacte position, ce soit aux blancs de jouer, ce qui les forcerait à jouer leur pion et non leur fou. Pour parvenir à cela, on va suivre un chemin précis. On ne va pas aller en H8 car il nous faut 3 cases pour trianguler, ce qui n'est pas le cas, donc on va plutôt se diriger sur la colonne de la tour. C'est important d'aller en C7 d'abord, car si on va en C6, les blancs ont fou D6 qui empêche de faire notre triangle. Bref, on fait le chemin retour et les blancs doivent pousser un de leurs pions, on refait la même séquence plusieurs fois et on finira par mater. Je suis allé un peu vite, il y a pas mal de choses à expliquer. Déjà, c'est pas comme dans l'autre position, les blancs ont quelques coups. Qu'est-ce qui se passe si les blancs bougent leur pion G5 ou H2? Sur G6, on va simplement prendre, et les blancs nous ont juste aidé car maintenant on a des cases plus proches pour trianguler. Non, le truc qui m'avait posé problème au début, c'était cette poussée H3. Sauf qu'après coup, je me suis rendu compte que certes, je n'ai plus de plan, mais les blancs sont aussi paralysés car ils ont bloqué la seule case de disponible pour leur fou. Donc j'ai juste à attendre et à rien toucher, et les blancs vont finir par s'étouffer tout seuls. Dès que j'aurai récupéré le fou, mon pion ira à dame et je pourrai conclure la partie. Parce que je me suis rendu compte que ce serait en réalité plus rapide de mater les blancs par ces lignes, ça a tout changé. Un truc qui m'embêtait aussi, c'était un fou G2. Je pensais que je pouvais échanger les fous pour faire dame et gagner plus rapidement, sauf qu'en fait les blancs peuvent simplement prendre une fois et ensuite capturer le pion F2 avec le cavalier, ce qui défend à la fois la case E4 et libère en même temps toutes leurs pièces avec E3. Ok, j'arrive à faire dame, mais les blancs ont tellement de matériel que c'est peine perdue. Donc je ne peux pas échanger les fous et gagner la partie plus rapidement que prévu. À partir de ce moment-là, je me suis dit que ma position avait du potentiel. Tous les coups essayant de casser le puzzle ne marchent pas, ma séquence de coups est assez longue. Bon, je n'ai pas l'ordi pour le confirmer car il est incapable d'évaluer correctement un mat aussi long, mais j'ai l'impression que c'est plutôt solide. Jusqu'à ce que je tombe sur le gros défaut de ma composition, les pions. Vous voyez, normalement je répète simplement mon pattern et les blancs vont devoir perdre du temps à chaque fois. Sauf que non, ma composition est mal faite sur ce point-là. Si par exemple les blancs avançaient chacun de leurs pions comme ça, mon roi n'est pas obligé de revenir sur ses pas. Il peut aller collecter tout seul les pions et donc gagner énormément de temps sur le mat. J'ai quand même réussi à trouver une manière de les pousser pour créer une sorte de barrière contre le roi, mais bon, ça demande parfois de jouer 2 coups de pion d'affilée, ce qui me fait perdre énormément de plis. Et ce n'est pas grave, car cette position, avec le meilleur jeu, accumule un total de 145 coups. Oui, c'est décevant, je sais, j'aurais aimé avoir un record du monde, malheureusement ça ne sera pas aujourd'hui, ou peut-être que si, mais dans une autre catégorie. J'en dis pas plus, on verra ça un petit peu après. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, voilà, 290 coups, c'est le mat le plus... Attends, quelqu'un toque à la porte. La table base. Accrochez-vous parce que tous les maths qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Aux échecs, toutes les positions avec 7 pièces ou moins sont mathématiquement résolues. C'est-à-dire que si je prends n'importe quelle position de moins de 8 pièces et que je la mets dans ce qu'on appelle la table base, je recevrai la meilleure suite de coups jusqu'au mat, ou jusqu'à une position de match nul. C'est très puissant.
tellement puissant que ça permet des choses qu'on n'avait encore jamais vues jusque-là, un semblant de chaos. Car oui, dans nos compositions, tout était strict et précis, on connaissait notre pattern et l'adversaire ne pouvait attendre que la mort inévitable. Sauf qu'ici, je vais vous présenter des positions où les deux joueurs sont absolument maîtres de leurs actions, mais que pourtant, avec les meilleurs coups des deux côtés, la position est tout de même mat. Vous allez vite comprendre de quoi je veux parler avec la première position. Juste pour que vous visualisiez, cette position qui semble totalement aléatoire est mat dans 549 coups. Avec le meilleur jeu, dans une position qui pourrait arriver en vraie partie, c'est mat en 549. Pour moi, c'est simplement irréel. Comment c'est possible qu'une position tienne aussi longtemps? Les blancs vont gagner, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, car ça semble juste être des coups aléatoires. Sérieux, regardez. Voilà la position après 100 coups, après 200 coups, après 300 coups, après 400 coups même. On dirait vraiment que rien n'a changé, mais apparemment si. Je peux vous dire ce qu'on cherche à faire avec les blancs. Ici, on veut récupérer une des pièces noires pour faciliter le mat, sauf qu'il semble y avoir une forteresse impénétrable. Après 500 coups, on ne voit même pas encore immédiatement l'avancée de nos efforts. Sauf qu'en fait, on a réussi, je ne sais pas comment, à tellement restreindre les pièces noires qu'ils se verront obligés de donner leur tour contre notre cavalier. Après ça, c'est du nettoyage et on finira par mater, après, je le rappelle, 549 coups. Là, vous venez de voir le titan qui se tenait au sommet des maths les plus longs depuis un bout de temps. Les ordinateurs cherchant encore et toujours à faire la plus grande table base ont trouvé une position avec 8 pièces, qui, cette fois-ci, a même dépassé l'ancien record. Alors la particularité de cette position, c'est que les blancs ont deux fous de la même couleur. C'est très rare et vraiment pas pratique car du coup toutes les cases blanches sont attaquables seulement par la tour. Bon et bref, je ne vais même pas tenter de vous expliquer ce qui se passe, dites-vous seulement que les noirs nous harcèlent d'échecs avec leur dame, ce qui allonge énormément le mat. Pour avancer, il faut soit réussir à prendre le pion, soit réussir à gagner la dame. Et la table base semble dire que donner la dame est la meilleure défense des noirs. J'ai un peu du mal à y croire, mais apparemment c'est vraiment ça. Et après il faut simplement conclure en prenant le pion H3, faire une dame et finir par mater. Voilà, vous connaissez maintenant la position avec le plus long mat que l'on connaisse actuellement, et le nombre de coups nécessaires pour forcer un mat, avec les meilleures défenses noires et les meilleures réponses blanches, c'est 596 coups, soit 1192 plis. Restez encore un peu, j'ai un petit bonus pour vous. Sachez tout d'abord qu'il est très probable statistiquement que l'on trouve un mat encore plus long dans les années à venir. Tout simplement parce que les recherches de la table base sont toujours en cours et que des maths à plus de 1000 coups ne sont pas délirants avec 8 pièces ou plus. D'ailleurs, pour comprendre comment fonctionne et ce qu'est concrètement une table base, franchement ça mériterait une vidéo entière, que je ferai peut-être un jour mais je n'en parlerai pas maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais peut-être eu le record du monde dans une autre catégorie de maths. En tout cas, je n'ai rien trouvé de plus long sur internet. Je vous explique. Lorsque je faisais mes recherches, je suis tombé sur une position qui m'avait fasciné. Un mat où chaque coup est forcé. C'est-à-dire que chaque coup est le seul autorisé par les règles du jeu. Depuis le début de la vidéo, on parle de mat, d'accord, mais à chaque fois les deux côtés avaient plusieurs branches de coups possibles. Genre là, vous voyez, on peut jouer plusieurs dizaines de coups différents, chacun amenant à des variantes différentes. Ce que ce problème cherche à faire, c'est de trouver la séquence de coups la plus longue et où il n'existe qu'une seule branche continue sur l'arbre. Vous remarquez bien qu'on est bel et bien forcé de jouer chaque coup. On doit prendre la dame ou la tour à chaque fois, sinon c'est mat, et à la fin on remarque que même si on possède plusieurs pièces, on ne peut pas les bouger, car elles sont toutes clouées à nos 3. Notre seul coup, c'est B5. Et ça tombe bien car les noirs sont aussi obligés de prendre, sinon ce serait mat, et ça tombe encore mieux car notre seul coup c'est aussi de recapturer en B5. Et cette fois-ci, c'est réellement mat. Le record du monde était donc de 16 plis. En vrai, c'est franchement peu. J'étais sûr de pouvoir trouver mieux. Laissez-moi vous présenter le meilleur accomplissement de ma vie. J'ai nommé le Cannonball. Oui, j'ai vite fait copier l'autre position. Alors c'est au noir de jouer. Il commence par prendre la dame. Et nous aussi. À vrai dire, on va faire toute la brochette de pièces, donc allons directement sur cette position. Actuellement, rien de nouveau comparé à la composition de base, mais ce qui va faire la différence, c'est comment on va conclure. On a l'impression que les fous sont disposés un peu aléatoirement, mais en fait, c'est fait exprès pour bloquer toutes les cases. Donc le seul coup qu'on a, c'est de pousser ce pion. Et on remarque une chose, c'est qu'on ouvre notre fou, et en même temps, il fait échec. Les noirs sont obligés de sortir de l'échec en bloquant de la dame. On doit la prendre, les noirs aussi, et on finit en prenant une dernière fois, et cette fois-ci, c'est bel et bien mat. Donc cette séquence de coups entière comptabilise un total de 18 plis, mais je pense sincèrement que certains parmi vous seraient capables de trouver beaucoup mieux. En tout cas, je suis officiellement champion du monde dans une catégorie des échecs. Voilà, vous savez maintenant l'échec et mat le plus long connu à ce jour, 596 coups. La barrière symbolique, le prochain palier à franchir pour cette incroyable quête. Pour cette vidéo, je me suis inspiré d'un youtubeur américain que j'apprécie particulièrement, Naviari, mais il a eu une idée incroyable, créer des échecs infinis, et ses vidéos sont vraiment très intéressantes, je trouve, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. En ce qui me concerne, cette vidéo est vraiment très différente de ce que je fais d'habitude, pas de Magnus, pas de championnat du monde, seulement moi et des positions. J'espère qu'elle vous plaira tout de même, ce sera probablement ma dernière vidéo sur les échecs avant un bout de temps, j'en ai parlé dans des posts, mais voilà, quoi, j'ai envie de me diversifier un peu, et vous l'avez vu avec cette vidéo. C'est intéressant les échecs, mais c'est en données, c'est pas très explosif. Vous inquiétez pas, mes plus grands fans d'échecs, je continuerai d'en faire lorsque j'aurai des choses à dire, comme par exemple le championnat du monde qui vient. D'ailleurs, ça veut dire que vous pouvez me proposer tout type de sujet de vidéo, que ce soit sur les échecs ou sur un jeu qui vous tient à cœur, et j'y réfléchirai. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le lien en description, et surtout en me donnant des conseils pour améliorer mes prochaines vidéos, c'est ce qui m'aide le plus. En tout cas, c'était Lux. Ciao.